Ok, merci beaucoup Christiane pour ton invitation, etc. C'est un très chouette événement. Je suis très content de pouvoir participer. Je suis aussi un peu triste d'avoir raté évidemment la première séance. C'était vraiment impossible. Donc je vais essayer d'aller assez rapidement, puisqu'il faut durer 15 minutes. J'essaierai d'en prendre 20 maximum, on va dire ça. Voilà, moi ce que j'aimerais bien ici essayer de proposer, c'est une déclinaison contemporaine, on va dire, oui, contemporaine de la philosophie de Schelling, de la spätphilosophie philosophie schellingienne, donc de la dernière philosophie de Schelling, à partir d'une mise en relation de l'articulation que Schelling propose entre la mythologie et la révélation, et l'idéologie et le populisme. C'est en fait une lecture qui a été proposée par Sean McGrath, qu'il a proposé dans son article Populism and the Late Schelling on Mythology, Ideology and Revelation. Et en fait, je vais commencer par exposer un peu les principaux points, enfin ce qui me semble être essentiel dans la lecture de McGrath, et puis je vais essayer de prendre un peu mes distances, parce qu'il y a certaines choses qui me semblent assez critiquables, ce qui en fait va nous conduire à proposer une espèce d'abstraction d'une partie de ce que Schelling propose lui-même, puisqu'effectivement McGrath s'inscrit bien dans la continuité. Et à partir de ça, en fait, il y a plusieurs traits que je vais essayer de dégager. Euh, une relecture en fait de l'idéologie et plusieurs propositions par rapport à ce qui caractérise la posture idéologique, la posture populiste du coup, et aussi par rapport à ce que peut proposer la philosophie par rapport à ça dans une espèce d'optique de thérapeutique du social. C'est quelque chose qui sera plutôt esquissé évidemment. Euh, donc dans un premier temps, d'abord, c'est la question de la mythologie de la révélation chez Schelling, hein, très très brièvement. En fait, chez Schelling, c'est clair que l'homme, c'est la créature qui pose Dieu. Et donc la conscience humaine est toujours vue dans un rapport dans lequel il affirme Dieu. Alors il peut l'affirmer de différentes manières et sous différentes modalités, évidemment. L'affirmation mythologique et l'affirmation de la révélation sont deux de ces modalités. Ce qui est important ici, surtout, c'est que la conscience mythologique est dans un rapport nécessaire. Nécessaire par rapport à Dieu et nécessaire par rapport à la vérité qu'elle affirme. Elle affirme bien une vérité, mais c'est une vérité qu'elle n'est pas en pouvoir, si on veut, de s'approprier pleinement. Et elle n'est pas en pouvoir de suspendre cette affirmation, elle n'est pas en pouvoir de passer à autre chose de son propre gré, en fait. Toute la philosophie de la mythologie de Schelling, c'est une analyse de la manière dont la conscience est déterminée par une force extérieure, des puissances extérieures, l'enchaînement de l'histoire de la mythologie, qui l'amène finalement à la liberté. La liberté, c'est la révélation. C'est à la fois l'affirmation de Dieu comme un être libre, et comme une liberté qui est tout à fait fondamentale et qui est inanticipable, enfin, il y a toute une série de caractérisations, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais c'est aussi un rapport libre, c'est-à-dire que la conscience est libre d'affirmer ou de ne pas affirmer Dieu. Si elle pose Dieu, elle le fera librement. D'où le retrait de Dieu, c'est quelque chose sur quoi insiste beaucoup McGrath. Pourquoi est-ce qu'il insiste beaucoup là-dessus? Parce que lui, en fait, il analyse la situation contemporaine de la même manière que Schelling. Hein. Schelling dit aussi que la situation historique contemporaine, c'est une situation qui est marquée, qui est caractérisée par la révélation, et donc par un rapport libre à la vérité ou à Dieu. Et McGrath dit exactement la même chose. Sauf que lui, et c'est en partie là-dessus évidemment que je vais un peu discuter, il analyse en fait l'histoire contemporaine, ou l'époque contemporaine, comme une époque qui tend vers une unification culturelle grandissante, une ère de liberté individuelle et surtout économique en fait, hein, c'est un peu la liberté du libéralisme, et une sécularisation grandissante. Il dit voilà, notre société occidentale, enfin il ne le dit pas comme ça évidemment, mais l'époque moderne voilà, tend vers un rapport de plus en plus libre à Dieu et aux valeurs transcendantes. Et c'est ça qui caractérise pour lui le fait, enfin c'est ça qui lui permet de dire qu'on est dans une époque de révélation, parce que l'homme est libre par rapport aux dogmes religieux, etc. Euh, alors avant de critiquer ça, ou en tout cas de proposer, d'amorcer une critique, ce qui est important, c'est que dans les deux cas, pour Schelling comme pour McGrath, la mythologie, c'est du passé. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel chez Schelling, parce que, en fait, la mythologie n'apparaît ou n'est posée comme telle qu'une fois qu'elle est dépassée, à partir d'un point de vue, d'une vérité qui, justement, la recouvre et s'y oppose. Quoi. Euh, ce qui signifie que la position de la mythologie ou la reconnaissance de la mythologie comme telle se fait depuis l'horizon de son dépassement et donc de son annulation. Ça va être très important pour la question de l'idéologie. Ben, ça veut dire donc deux choses. Hein. C'est que la mythologie, quand elle se vit au présent, la conscience mythologique comme telle, au moment, imaginons, où les Grecs écrivent leur mythologie, où les Grecs vivent leur mythologie, en fait, elle annule, dans ce vécu ou dans cette manière de s'affirmer, elle annule la distinction entre le logos et le mythos, évidemment. C'est pourtant depuis cette distinction qu'elle va s'instituer comme mythologie. Donc il va falloir bien faire attention
dans le propos, entre la mythologie qui serait une mythologie inconsciente, une mythologie vécue comme telle, donc la forme de la vérité historique, et la mythologie comme reconnue, comme ce à quoi on s'oppose dans un discours de vérité. C'est pour ça d'ailleurs que Schelling propose une interprétation tautégorique de la mythologie, à savoir qu'il la prend comme disant ce qu'elle dit au pied de la lettre. Il annule toute possibilité de faire une lecture allégorique. Ça, c'est le cadre, en quelque sorte. Alors, le lien avec l'idéologie, tel que le propose McGrath, c'est de dire, en fait, la mythologie devient idéologique une fois qu'elle est affirmée librement. C'est-à-dire une fois qu'en fait, c'est un contenu de conscience qui est dépassé, qui est historiquement refoulé, qui commence à être posé comme passé, mais que pourtant on va affirmer réactivement, en fait. On va affirmer contre l'avènement justement d'une vérité nouvelle, on va affirmer des vérités anciennes en quelque sorte. C'est un peu ça qu'il explique. Et c'est à ce moment-là que ça devient idéologique et que ça devient problématique. Autrement dit, c'est une mythologie qui est affirmée alors même qu'elle est reconnue comme telle. Et donc c'est une posture qui est en fait empreinte d'une espèce de mauvaise foi fondamentale. C'est une mauvaise conscience, quoi, en quelque sorte. Et le populisme, une définition formelle, hein, bon, c'est très difficile à définir, c'est pour ça que je ne vais pas spécialement m'étendre là-dessus, parce que même McGrath propose un peu une définition un peu floue, je trouve. Mais voilà, ce serait en fait toute mouvance politique qui, plutôt que d'accepter ou que de se porter à la rencontre de la mouvance historique en question, évidemment c'est la définition de cette mouvance historique qui va poser problème, préfère en fait affirmer quelque chose réactivement. Et pour McGrath, c'est là le point, c'est que toutes les... Alors il a un long débat avec la question des strong gods, donc les fortes divinités, le retour à des dieux forts, le retour à des valeurs transcendantes, le retour à l'identité nationale, etc. Bon, tout ce qu'on peut avoir dans les médias même aujourd'hui, hein, le repli identitaire, etc. Tout ça, en fait, c'est un peu ce qui désigne comme le populisme, c'est-à-dire en fait des mouvances politiques ou des mouvances idéologiques, enfin des mouvances théoriques, qui en tout cas ne sont pas capables de se porter à la rencontre des enjeux véritables, concrets, ou des vérités qui sont en train d'advenir, et qui préfèrent en fait s'y opposer. Bon, la critique, ou en tout cas la posture critique que je proposerais ici, qu'on essaye un peu d'explorer, ce serait en fait d'adopter une position de suspicion par rapport à toute vision de l'histoire qui prétendrait justement pouvoir comprendre exactement en quoi ça consiste. McGrath me semble tout à fait critiquable quand il affirme aussi simplement que ça qu'on est dans une époque d'unification culturelle, de sécularisme grandissant, et que du coup toutes les tendances qui vont s'opposer à ça, finalement, sont des tendances qu'il faut critiquer, parce que nous, on aurait compris c'est quoi, et puis bon, les quelques autres, là, ils vivent un peu dans le passé, il faudrait les aider à avancer, quoi. Ça me paraît être tout à fait critiquable, faible théoriquement en tout cas, et en fait, il faudrait adopter une espèce de méfiance, simplement, le simple fait que la mythologie ne se vit pas comme telle au moment où elle se vit, le simple fait qu'elle soit inconsciente au moment où elle s'affirme, ça devrait nous pousser justement à être attentifs à ça. Et il y a plein de philosophes et de théoriciens mais qui ont critiqué ce grand mythe des modernes, justement, qui consiste à croire que nous, on se serait départis de toute mythologie et de tout rapport, justement, irréfléchi à la vérité ou de toute détermination inconsciente, hein, dans nos positions de vérité. Donc ça, ce sera le premier motif de cette méfiance. Ce serait que la mythologie ne se vit jamais, comme telle, au moment où elle se vit. Le deuxième motif, en fait, c'est simplement que Schelling lui-même, même s'il affirme qu'on est effectivement dans une époque de révélation, dans plein d'autres textes, dans plein d'autres passages, il est beaucoup plus fort à affirmer l'irréductibilité de l'obscurité, l'irréductibilité du Grund. Il dit que c'est un fondement, c'est la base irréductible de toute réalité des choses, c'est irréductible à la pensée, on ne peut pas le ramener à la représentation, on ne peut pas l'intérioriser, on ne peut pas le dominer, on ne peut pas le comprendre. En tout cas, aussi simplement que ça. Et donc, en fait, il s'agirait simplement de mettre l'emphase là-dessus et de voir après ce qui subsiste. Et mettre l'emphase, évidemment, sur l'irréductibilité de l'obscurité, ça signifie, en fait, faire une abstraction isolante, en quelque sorte, au sein de l'HP de philosophie de Schelling, hein, qui consisterait, en fait, à refuser l'articulation historique qu'il propose entre mythologie et révélation. Donc il s'agirait en fait de refuser la ligne de démarcation qui consisterait à dire ici s'arrête la mythologie et là commence la révélation. Si on fait ça, si on réalise cette abstraction qui est effectivement qui repose sur certains passages textuels de Schelling, mais qui est toutefois c'est un peu violent hein, comme lecture évidemment. Il ne s'agit pas du tout de dire que Schelling a été complètement dans ce sens-là. En fait, ce qui subsiste à la place de l'articulation historique, c'est la structure temporelle du rapport à la vérité et du rapport à la mythologie. Comme la temporalisation vive de la conscience, c'est là-dessus que je vais essayer d'embrayer. Assez rapidement de nouveau, hein, je ne vais pas m'étendre beaucoup parce que ce n'est pas l'essentiel, ça c'est un peu le cadre conceptuel. En fait, c'est dans les âges du monde hein, qui développe ça.
En fait, ce qu'il explique, c'est simplement que la temporalité se développe organiquement, c'est-à-dire que tout présent, tout temps est à la fois position d'un certain passé, d'un certain présent et d'un certain avenir. Et que les trois jaillissent du centre, et non pas d'une origine immémoriale ou quoi que ce soit. Ce qui signifie en fait simplement, hein, on va rester très simple, mais que tout passé est passé d'un certain présent, tout présent d'un certain passé et d'un certain avenir, etc. Ce qui signifie en fait tout simplement que tout rapport à la vérité contemporain oui, actuel, on va dire, ce qui nous apparaît avec évidence comme étant la vérité, en fait se déploie exactement par le même geste dont on s'oppose à une certaine vérité qui n'est plus la vérité actuelle, donc à une certaine mythologie. Le point essentiel, je pense, c'est que ce que Schelling explique, c'est que chaque déploiement de la temporalité se vit donc comme l'affirmation d'un certain étant par opposition à un certain être. Ça, c'est la conceptualité qu'il utilise, mais l'être, c'est le pôle plutôt de la nécessité, l'étant celui de la liberté. Donc là, on retrouve l'articulation entre mythologie et révélation. Donc une certaine vérité va s'affirmer par opposition et par détachement, par scission, hein, donc Scheidung, d'une certaine mythologie, par institution d'une certaine mythologie, puisqu'elle sera reconnue comme telle uniquement par là. Et en même temps, ce qu'il explique aussi, c'est que l'étant qui s'élève à ce moment-là est aussi empreint d'une certaine part d'être qui n'a pas encore scindé de lui-même. Donc il y a une certaine obscurité, en fait, une certaine mythologie qui va être portée, qui va être, si on veut, maintenue, ou affirmée, mais affirmée de manière non différenciée, donc non reconnue comme mythologie. C'est exactement ce que je disais quand je disais que finalement on peut toujours postuler qu'on a une détermination inconsciente de la pensée, ou une détermination, ici on dira mythologique, mais ça peut tout à fait se lire comme la détermination culturelle, langagière, l'espèce d'obscurité qui fait qu'on prend toujours position, même quand on croit ne pas prendre position, ou en tout cas le fait que la conscience, dans toutes ses positions thétiques, dans toutes ses positions théoriques, en dit toujours plus que ce qu'elle veut dire, que ce qu'elle voudrait dire. On s'inscrit dans quelque chose qui nous dépasse. Et c'est justement cette chose qui nous dépasse qui est le lieu de la nécessité, au sens d'une nécessité déterminante. Schelling dit dans les recherches philosophiques, c'est justement là où il y a un non-savoir que la détermination agit le plus clairement. On ne peut pas dire parce qu'on ne voit pas qu'on est déterminé, on n'est justement pas déterminé. Schelling dit c'est justement l'inverse en fait. C'est ce qu'on ne voit pas qui nous détermine le plus fortement. Bon, il y a donc une position de quelque chose, d'une certaine nécessité, à l'insu de la conscience, et c'est sur cette base qu'on pourrait dire qu'il y a une espèce d'indépassibilité, si on postule effectivement qu'il y a une irréductibilité du Grund ou de l'obscurité, de la mythologie. Ça signifie en fait de base, hein, ça c'est un premier point, le refus d'un universalisme un peu naïf qui consisterait justement à adopter la posture de McGrath qui consiste à dire, voilà, on peut lire l'histoire, on peut voir c'est quoi la préfiguration de la vérité, et on peut critiquer tous ceux qui s'y opposent. En fait, on ne peut pas faire ça précisément parce que ça suppose une conscience qui serait transparente à son propre regard, un point de vue qui serait en quelque sorte un historique, etc. Ça, c'est assez évident. On aurait donc là, en fait, dans le déploiement chez Schelling, hein, c'est quelque chose qu'il faudrait évidemment approfondir, que j'ai pas le temps de... Mais quelque chose comme le lieu anthropologique de la norme, ou le lieu anthropologique de la préfiguration, hein, comme ce que je disais. Mais en même temps, Schelling, c'est pas quelqu'un qui va, même si on fait ce postulat et qu'on fait cette abstraction, c'est pas quelqu'un qui va nier la liberté, c'est pas quelqu'un qui va nier la rationalité et le savoir, loin de là. Et donc, ce que je pense qu'on peut essayer de déployer, c'est toutefois, même s'il n'y a pas de point de vue qui transpercerait les frontières historiques, etc., il n'y a pas de point de vue absolu sur la vérité, il y a toutefois la possibilité d'un jeu, d'un certain mouvement de la liberté par lequel, justement, on peut toutefois prendre distance par rapport à ces normes. Ce qui ne signifie pas dépasser effectivement toutes les normes ou toutes les déterminations, etc., mais qui signifie toutefois qu'on a un jeu, donc on peut faire un exercice rationnel qui consiste justement à se départir le plus qu'on peut, ou en tout cas à essayer d'en faire un exercice rationnel. Alors cette possibilité de la liberté, en fait, Schelling l'explique justement dans le déploiement de la temporalité, mais dans le déploiement de deux temporalités, dans le passage d'une temporalité à l'autre temporalité. Ce qui est essentiel, en fait, c'est que la conscience, elle est temporalisée ou elle est temporalisante, elle prend le lieu précisément de cette espèce d'éclatement temporel, mais elle est tributaire de cet éclatement temporel. C'est-à-dire que le passage d'un certain système organique du temps, donc d'un certain présent, passé et avenir, à un autre, c'est, dit Schelling, l'émergence d'un nouveau moi, d'une nouvelle subjectivité. Et chaque instant ou chaque instant décisif, hein, chaque décision, Entscheidung, chaque scission nouvelle, on a une nouvelle temporalité, donc un nouveau moi.
Et il y a un passage éthique, dit Schelling, dans les âges du monde, la première version, où en fait il explique le rapport qu'il peut y avoir entre ces deux mois, et c'est là-dessus, c'est là qu'il y a une certaine liberté. La liberté, en fait, elle se passe justement dans le glissement de l'un à l'autre, où il y a comme un éclair d'éternité. La sortie de la temporalité, évidemment, dans le texte, ben, ça signifie précisément la sortie des conditionnalités, etc. Et là, il y a, à mon avis, de quoi penser quelque chose comme le jeu d'un exercice rationnel. C'est la possibilité, dit Schelling, de commencer quelque chose, de justement se scinder d'un certain passé et d'inaugurer quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on l'inaugure de nouveau de manière complètement libre, mais ça veut dire qu'on a quand même de quoi bouger, quoi. Il y a un bouger fondamental à ce niveau-là. Au moment du choix, au moment de la scission, justement, le passage d'un mois à l'autre, c'est là que la question éthique se pose. Et c'est là-dessus que je vais embrayer, parce que c'est là qu'on va avoir un choix éthique qui va être celui du premier mois par rapport à l'émergence du deuxième mois. Et qui peut se lire, en fait, comme le choix, en fait, du premier mois face à l'émergence d'une vérité nouvelle, en fait. Parce que le nouveau mois, le nouveau déploiement de la temporalité, dans la vision historique de Schelling, c'est évidemment un moi qui est plus proche de la vérité, qui est plus proche de la révélation de Dieu, qui est plus proche, en fait, qui se scinde de plus en plus de l'être, et donc qui affirme les temps absolus, étant Dieu, évidemment. Donc on se rapproche de Dieu. Nous, évidemment, puisqu'on a fait abstraction de cette dimension, on ne peut pas affirmer ça aussi clairement que Schelling, mais toutefois, face à l'émergence d'un nouveau moi, d'une nouvelle vérité, d'une vérité, le premier moi, en fait, peut dans le geste de dépassement, soit accepter cette émergence, se résoudre, dit Schelling, sich erlösen, ou bien se figer et tenter d'empêcher. En fait. Et c'est là le choix éthique, c'est là le bien ou le mal. Le point ici, c'est que ce figer, cette fixation, si on veut, ce refus de l'émergence d'une nouveauté, Schelling dit que ça pourrait déboucher finalement sur le fait que l'homme pourrait perdre complètement cette capacité d'engendrement. Et donc ce rapport possible aux vérités nouvelles, aux vérités historiques qui se déploient, donc les nouvelles situations historiques, etc., en fait, à force de refuser, on pourrait finir aliéné, en quelque sorte, dans notre capacité à nous porter, à la rencontre de cet advenir nouveau. Et c'est là-dessus que je vais essayer de terminer. Mais avant, j'aimerais quand même insister sur le fait que, en fait, si on relie la question éthique de Schelling, qui dit, voilà, il s'agit de dire oui ou de dire non à l'émergence de vérités nouvelles, en fait, on retombe sur une possible critique de l'idéologie, dans le même sens, presque, que ce que propose McGrath, mais simplement qui ne suppose pas qu'on critique simplement les postures thétiques ou les postures théoriques adoptées par la conscience. C'est plutôt une question d'éthos, en fait, de posture existentielle. Alors évidemment, d'un point de vue pratique, c'est même plus difficile de caractériser ce qui relève du coup de l'idéologie ou ce qui n'en relève pas, puisque c'est vraiment une question de la manière dont on se rapporte à la vérité nouvelle. Il me semble toutefois qu'avec certaines analyses textuelles, etc., c'est quand même possible de voir ce qui domine dans une posture intellectuelle. Si ce qui domine, c'est la réaction, le côté réactif, presque le côté du ressentiment, hein, parce que ce refus et cette crispation, qui justement suppose, parce que la liberté du premier mois, elle s'enracine dans son dépassement, donc il suppose déjà qu'on accepte qu'on est en train de se faire dépasser, mais qui toutefois, à partir de ça, se fige, c'est tout à fait la posture du ressentiment, évidemment, tel que Nietzsche ou Scheller l'ont qualifié, puisqu'il s'agit d'affirmer le contraire de ce qu'on reconnaît pourtant comme étant la valeur par impuissance, quoi. On n'est pas capable de l'affirmer, donc on affirme le contraire, mais par cette affirmation, on reconnaît bien qu'il y a cette valeur. Donc ici, c'est tout à fait ça. L'affirmation idéologique suppose effectivement la reconnaissance. Et on peut tout à fait faire des critiques, effectivement, à la manière de McGrath, je crois, de certaines mouvances qu'on dirait réactionnaires, un peu simplement, hein, mais on voit bien que ce qui est en jeu, c'est un danger. On suppose que c'est dépassé. Mais imaginons l'identité, je ne sais pas, l'identité nationale d'un pays ou n'importe quoi. Si elle est effectivement vécue de manière forte, elle ne pose pas question, elle n'est même pas thématisée comme telle, quoi. À partir du moment où elle devient l'objet d'un discours ou d'une mouvance politique qui tend à l'affirmer, c'est toujours à l'encontre de son dépassement. Et par là, on reconnaît qu'il y a déjà un danger. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est cette espèce de possible aliénation. Alors je vais juste vous lire le passage parce que c'est assez intéressant à mon avis. Donc Schelling parle du premier mois et il dit « Mais comme lui-même devient libre par le second mois », donc on voit bien que ça suppose
pose de dépassement, un être aussi exposé que l'homme à s'égarer peut très bien, au lieu de laisser cet autre moi agir en lui, donc au lieu de laisser la vérité advenir, en faire un moyen pour ses propres fins et sa propre liberté. Ce qui est bien, dit Schelling, la pire inversion possible du vrai rapport entre les deux moi. Et cet engendrement, cette force d'auto-dédoublement, peut finir par s'en trouver tellement restreinte qu'elle n'agit plus que comme un moyen d'une surenchère croissante de l'ipséité, et non plus comme ce qui en libère. Et là, il ajoute, et il pourrait même survenir un moment où l'homme serait totalement dépossédé de cette force d'engendrement. Alors la surenchère de l'ipséité, on voit bien que c'est ça, hein, c'est l'affirmation idéologique du même, alors même que quelque chose d'autre est en train d'advenir. C'est-à-dire le refus finalement de changer ou de s'adapter à une réalité historique qui est en train d'advenir. Mais il pourrait même survenir donc un moment où l'homme serait totalement dépossédé de cette force d'engendrement. Alors Schelling, malheureusement, ne revient plus jamais, en tout cas à ma connaissance, en tout cas dans les âges du monde, ça c'est certain, sur cette dépossession de la force d'engendrement, ou en tout cas du rapport à la temporalité. Il dit pourtant que le temps entraîne le réfractaire et conduit le volontaire, hein, donc on ne peut pas s'opposer à la marche du temps et à la marche de l'histoire, mais pourtant là il y a quand même quelque chose qui semble assez fort, quoi. Alors bon, ce que je proposerais, c'est qu'il faudrait lire ça en fait comme une espèce de captation idéologique de l'imagination ou de la capacité qu'a l'homme à se porter justement vis-à-vis à la rencontre de possibilités nouvelles, voire même de possibilités qui sont imprépensables, comme dirait Schelling, c'est-à-dire que dans la dernière philosophie, l'histoire est le lieu d'une liberté, c'est surtout la liberté divine évidemment, mais d'une liberté qui, dans son affirmation, pose en arrière de soi ses conditions de possibilité, et donc qui est au-delà même du possible. Et cette capacité qu'on aurait, ou qu'aurait l'homme à justement se départir de toutes ces certitudes et de se porter imaginativement ou créativement à la rencontre des possibles, ce serait justement ce que l'idéologie chercherait à capter et à former. Et je crois qu'aujourd'hui, de nouveau, il faudrait des analyses contemporaines ou des analyses factuelles beaucoup plus poussées, mais dans plein de situations, on est dans des débats où la capacité à justement remettre en question des choses qui semblent aller de soi font défaut. Et ça, c'est justement ce qui manque, quoi. Je pourrais citer des choses, on en parlera peut-être parce que c'est la partie plus pratique, évidemment, donc c'est la partie un peu plus sujette à débat. On en discutera peut-être dans les débats, mais cette capacité serait tout à fait essentielle, à mon sens, et ce serait justement ça, le rôle de la philosophie comme thérapeutique du social, c'est-à-dire de parvenir à, c'est assez évident hein, finalement, mais à interroger les impensés, à rendre conscient du fait que plein de choses qui semblent aller de soi, qui semblent si claires et si évidentes et si spontanées en quelque sorte, qui forment véritablement l'arrière-plan de toutes nos évaluations normatives, etc., en fait ne vont pas de soi et qu'on peut tout à fait imaginer fonctionner autrement. Dès lors, ça ce serait le rôle de la philosophie, et dès lors l'éthos de la philosophie, l'éthos du philosophe, ce serait justement l'acceptation de ce que Schelling pourrait appeler une contingence originaire ou une contingence fondamentale, l'acceptation de la finitude aussi évidemment. Et là-dessus, j'aimerais bien terminer en lisant un passage que j'aime évidemment beaucoup, c'est un passage des Leçons d'Erlangen, où Schelling explique ce qu'il faut pour faire de la philosophie. Donc il dit « Aussi, celui qui prétend se tenir au point de départ d'une philosophie vraiment libre doit-il abandonner Dieu même. C'est ici qu'il convient de dire qui veut le conserver le perdra, et qui y renonce le trouvera. Celui-là seul est parvenu au fond de soi-même et a reconnu toute la profondeur de la vie, qui un jour a tout abandonné, et a été lui-même abandonné de tout, pour qui tout s'est effondré, et qui s'est vu seul avec l'infini. C'est là un pas décisif que Platon a comparé à la mort. L'inscription que Dante place à la porte de l'enfer devrait être inscrite également, mais en un autre sens, aux abords de la philosophie. Vous qui entrez ici, quittez toute espérance. Qui veut véritablement philosopher doit être quitte de toute espérance, de toute exigence et de tout désir. Il ne lui faut rien vouloir, rien savoir, se sentir entièrement nu et pauvre, tout sacrifier pour tout obtenir. Il est difficile de faire ce pas, il est difficile de lâcher, pour ainsi dire, Paris. Merci de votre attention. Merci pour la motivation.